Bonjour à tous, ici Chaos, on est parti pour le premier live hacking de l'année 2019. Bonjour à tous ceux qui sont dans le chat et je m'aperçois à l'instant, horreur, que je n'ai pas mis la fenêtre de chat. Attendez, j'aurais fait cette bêtise là. C'est bien une chatbox pourtant, bah, peut-être qu'elle va apparaître au fur et à mesure que les gens vont papoter. Ah, ça démarre très bien. C'est ça, le gars il refait tout son overlay et il en oublie les trois quarts, mais bon c'est pas grave. Écoutez, peut-être. Est-ce que quelqu'un peut parler pour voir dans le chat si le chat apparaît à Je l'écran? parle. Ah oui, mais pas en oral, en écrit. Bonjour à toi, Mistéchi. Allez, je dis bonjour à tous ceux qui sont dans le chat, de toute façon. Bonjour Talvikissa, bonjour Chris, bonjour Asborg, bonjour Mistéchi. Donc, du coup, bonjour Cabot. Est-ce que j'en oublie? Est-ce que j'en oublie? Non, j'en oublie pas. Et donc, effectivement, la chatbox ne marche pas. C'est magnifique. Le gars, il s'est emmerdé à faire des overlays et il a tout cassé. Bah écoutez, oui non c'est quand même important parce qu'on va quand même discuter pas mal. Je regarde tout de suite si je peux réparer ça dans les instants vides. Pouf pouf pouf, thème des modules. Oh là là, la technique, trahi par la technique. Le mec qui est chômeur, il a même pas capable de faire un overlay correct. Rends la Twitch monnaie, c'est ça, exactement. Alors normalement c'est ça. Mais pourquoi il s'est mis sur le défaut? C'est ça aussi. En fait, j'avais tout bien configuré, mais il a tout remis par défaut. Donc là, si je fais pif paf pouf, Paf pouf. paf pouf, voilà, et voilà. Oh, le chat box apparaît. Et là, normalement, si vous causez dedans, on doit vous voir. J'espère. Voilà, on vous voit dedans. C'est beau, c'est beau. Rends les bits. Oui, non, tu as bien, tu l'as pas bien écrit, hein, évidemment. Tu ne voulais pas dire ce que tu as dit. Le bug, il est entre le clavier et la chaise, bien sûr. Bien sûr, c'est ça, ça ne peut être que ça. Bref, bonjour à tous et bienvenue sur ce live de hacking. Je vous rappelle, comme à chaque fois, que on est en 2019 et que donc c'est une année charnière pour ma chaîne YouTube. En gros, c'est marche ou crève. Soit elle marche parce que vous allez la soutenir sur Tipeee et suffisamment pour que je puisse en vivre, soit elle ne marche pas et on va arrêter là l'aventure. À vous de choisir, à vous de voir. C'est ça l'année charnière 2019. Voilà, c'était le petit mot. On passe tout de suite à la suite. Le overlay est superbe. Merci Chris. Le jaune j'aimais moins, j'aimais mieux le bleu, mais bon, voilà, il est plus accessible. On m'a dit que la dernière fois, en fait, j'avais fait un overlay sur le live de la semaine dernière, on m'avait dit qu'il clignotait un peu trop. Effectivement, du coup, j'ai voulu le rendre plus accessible à ceux qui n'aimaient pas le clignotement, donc j'ai mis ça. Et par contre, il est jaune. J'aime pas le jaune, mais bon, voilà, ça c'est comme t'as vu ça. J'aime pas le jaune, mais bon, il est joli quand même. Ça va, il y a des bonnes transitions. Bref, on va s'en contenter. Mais vous n'êtes pas là pour m'entendre papoter de n'importe quoi. Alors, qui avons-nous dans le oral? Je vois qu'il y a Asborg qui est arrivé dans le chat oral, il y a donc Mistéchi, donc voilà, je vous resalue encore. Et donc, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire donc la première, peut-être il y en aura d'autres, mais en tout cas la première vidéo d'une série toujours un hacker en train de hacker, hein, on va faire du hacking en live entre guillemets, mais l'idée c'est de vous parler non pas cette fois de challenge web où on hack des serveurs web etc. Ou des catch the flag, là on va faire du reverse engineering. Alors le reverse engineering c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? En fait il s'agit on a une boîte noire, hein, en gros voilà, et on va tenter de la reverse, on va tenter à partir l'exécutable résultat, de la boîte noire résultat, on va essayer de comprendre comment elle fonctionne à l'intérieur et de deviner comment elle est foutue à l'intérieur et de pouvoir comprendre le mécanisme. Donc on parle de reverse parce que voilà, on est sur le programme final et en gros on essaie de remonter comme si on avait le code source sous la main, quoi. Voilà, pour vous faire un peu le détail. Faire une boîte blanche, non, non, c'est pas faire une boîte blanche. C'est vraiment remonter la boîte, enfin démonter la boîte, pour être très précis. C'est démonter la boîte, donc si on avait un grille-pain, on le démonterait en petites pièces. Là, on va avoir un programme et on va le démonter. Donc pour ça, on va utiliser comme support, hein, pour étudier un peu le reverse engineering, on va utiliser le défi que j'ai fait pendant les vacances de Noël. Là, on a fait tous ensemble avec la team de hacking, je vous en ai déjà parlé, le challenge Over the Wire, donc l'espèce de challenge calendrier de l'avant. Et en fait, je vais me baser sur un des challenges parce que c'est là-dessus que moi j'ai appris le reverse, parce que figurez-vous que
l'année dernière, je n'étais pas aussi calé qu'aujourd'hui en reverse engineering. Et donc, enfin, je connaissais le principe, hein, mais j'avais assez peu pratiqué. Et donc, le challenge de Over the Wire m'a permis de beaucoup pratiquer. Donc, c'est pour ça que je vais vous utiliser ça comme exemple, hein, pour se baser dessus. Je ne retrouve plus mon challenge. Le gars a tout préparé, mais il a vraiment super mal préparé. C'est magnifique. Over the Wire, voilà, il est là. Et donc, c'est le challenge du jour 5. Voilà, c'est ça. Donc je peux pas vous remontrer le site parce qu'il a été désactivé depuis, mais il s'agit donc du jour 5. En gros, c'était un challenge où on se connecte par un lien web, hein. Enfin pas par un lien web, justement par du telnet, donc par du réseau, quoi. On se connecte à un serveur, et on avait une petite interface texte, d'ailleurs je vais vous la montrer, qui se présentait comme ça. Hop. Alors en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapatrié une version du challenge chez moi. Donc elle est un petit peu plus simple que ce que j'ai fait moi en live, mais ça va vous permettre ce que j'ai fait pendant le challenge, mais ça va vous permettre de comprendre un peu le principe. Donc, là, hop, on fait un petit telnet, voilà le programme. Donc on se connecte, alors c'était un challenge pour Noël, hein, donc il y a un petit Père Noël qui dab, c'est beau, et en fait on arrive sur ce petit programme avec deux options, 1, 2, donc le 1, en fait là dans le vrai challenge, quand on appuyait sur 1, ça permettait de télécharger le programme, pour pouvoir justement l'étudier et faire du reverse. Donc ça, je l'ai déjà fait. Et quand on appuie sur 2, ça quitte. Voilà. Donc, c'était le principe. Le programme ne fait a priori que ça. Et donc, c'est à nous de l'étudier par du reverse engineering pour arriver à en faire quelque chose. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais vous expliquer toutes les bases, vraiment, du reverse engineering pour que vous soyez pas perdus. Dans un premier temps, donc on va essayer de comprendre le binaire, comprendre un petit peu ce que fait ce programme. Et donc si je fais d'autres séries, on verra plus tard comment l'exploiter vraiment au sens hacking profond, avec tout un tas de trucs je sais même plus comment on appelle ça d'ailleurs, oui, ils appellent ça des doodles, je crois, où en fait on peut après ajouter, enfin faire de ce programme ce qu'on a envie en fait. Là, on va voir comment il est conçu, comment il est fabriqué, qu'est-ce qu'il est capable de faire de lui-même. Et donc, dans une prochaine partie, on verra comment on peut faire pour qu'il fasse autre chose que ce qu'il est prévu pour. Typiquement, ouvrir un shell et nous donner les droits route. Voilà. Ça, c'est des trucs qu'on verra ensuite. Mais déjà, on va essayer de comprendre comment fonctionne le programme. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes bien attachés? On va donc démarrer. Alors, pour comprendre les bases, on est donc sur un programme binaire. Je vais vous montrer, voilà, enfin... Ça va pas vous montrer grand chose, mais on est sur un petit fichier qui s'appelle, alors je l'ai appelé truc 2, je suis très original dans ma façon de nommer les fichiers, voilà, donc truc 2. Donc ça en fait c'est ce qu'on obtient quand on télécharge, donc quand on choisit l'option 1, comme je vous ai montré dans là où on voyait le Père Noël qui tape, là quand on choisit l'option 1, ça télécharge un fichier, on obtient ça, alors pas tout à fait dans le vrai challenge, il y avait des étapes un peu en amont, mais on va dire, voilà, on arrive au final à ça, qui est un exécutable utilisable sous Linux, hein, et quand vous le lancez, ça fait la même chose que ce que je viens de vous montrer par le réseau, un Père Noël qui dab avec un menu, un 2, etc. Donc, on a un programme, c'est un exécutable, on ne peut pas, enfin ça peut s'ouvrir, j'ai peur que si je l'ouvre comme ça, bon on va voir, je vais peut-être planter live, non voilà, c'est bon. Donc voilà, c'est un binaire, ça vous parle absolument pas, hein, voilà, c'est beau, c'est incompréhensible, et pourtant, on trouve quand même là, juste ici, hop là, on voit le menu, là. On a quand même quelques petites infos dessus. Bon, là, le binaire, il est beau, il est magnifique, mais ça nous parle pas beaucoup, donc la première étape pour faire du reverse, eh bien, c'est de transformer cette chose donc qu'on appelle un binaire, un programme, en quelque chose qui soit plus lisible. Alors le plus lisible est très relatif, mais qui va être normalement plus compréhensible. Alors pour ça, on a en reverse engineering une méthode toute simple qui s'appelle le désassembleur. Un désassembleur, comme son nom l'indique, il désassemble le binaire, donc en fait il transforme le binaire justement en code source, mais qu'on appelle le code assembleur, donc c'est du code machine, hein, code interprété par le processeur de manière très, très brute, quoi. C'est pas un langage de programmation comme le C, comme le Python ou autre, c'est vraiment la phase en dessous, c'est vraiment le langage de programmation du processeur de votre ordinateur. On appelle ça l'assembleur, et donc c'est ça qui... Tout ce que vous programmez, quel que soit le langage de programmation que vous utilisez, au bout d'un moment, il va être transformé en assembleur pour pouvoir communiquer avec l'ordi. Et donc, un programme binaire comme ça,
On peut pas remonter à son code source, au sens on peut pas remonter au programme C ou Python d'origine. Par contre, on peut remonter au code assembleur. Puisque forcément le programme à un moment donné il doit dire ses instructions au processeur, donc ça on peut l'avoir, c'est pas quelque chose qui est cachable. Si le programmeur avait caché ses instructions, bah elles s'exécuteraient pas, donc il faut quand même qu'on puisse à un moment donné pouvoir les exécuter. Donc on est capable de remonter jusqu'au code assembleur, et donc on fait ça avec un logiciel qui s'appelle un désassembleur. Donc en l'occurrence là je suis sous Windows, donc ce que je vais utiliser c'est un logiciel qui s'appelle IDA, hop là, que voici, que voilà. Ça c'est la version gratuite qui est disponible sur le site officiel de IDA, parce qu'il y a, alors je crois que le site officiel c'est voilà, c'est ça, c'est X-Rays. Là vous l'avez au milieu. Donc IDA Freeware, normalement le logiciel s'appelle IDA Pro, hein, la version payante. Attends, mettre comme ça on verra mieux le. Hop là, le chat sur fond bleu, c'est plus joli. Et donc, ça c'est la version gratuite qui est largement suffisante. Alors elle est très vieille, hein. C'est une version qui date d'avant que n'existe Windows 10 ou Windows 7. Je crois que c'est une version pour Windows XP, je crois. Mais bon, elle est toujours disponible, toujours exécutable sur votre ordinateur, il n'y a aucun problème. Après, évidemment, si vous avez de l'argent, achetez le IDA Pro, il est sûrement très mieux. Je sais pas, j'ai jamais pratiqué, donc je sais en tout cas que la version de base permet de faire ce qu'on a besoin là aujourd'hui. Sûrement que la version Pro peut faire des tas de trucs plus génial encore. Mais on ne fera pas aujourd'hui. Alors, donc que fait ce programme? Alors, il faut savoir en fait que dans le reverse engineering, alors vous n'hésitez pas, surtout, hein, vous m'interrompez, vous me posez des questions dès que vous avez besoin. Hein. L'idée c'est de vous apprendre des choses, c'est d'échanger ensemble, de faire, pas un cours magistral, mais au contraire, voilà, de faire de l'échange. Hein. Il faut qu'on puisse discuter, donc toute question, vous n'hésitez pas à vous poser. C'est quoi le sens de la vie? La bonne question. En tout cas, c'est pas avec un désassembleur qu'on va trouver la réponse. Et en plus, le chat a déjà la réponse. C'est beau. Je vois que je n'ai que des geeks et des nerds parmi nous. C'est bien, c'est le public. IDA Pro permet de désassembler du 32 bits, d'accord. Bah écoute, je ne savais pas. Je suis surpris d'ailleurs parce que les binaires qu'on a, ils sont pas 64 bits particulièrement. Je sais pas. Bon, en tout cas, peu importe. Donc oui, je disais, quand on fait du reverse engineering, il y a deux grosses familles en fait de mentalité, de programme, de façon de faire du reverse engineering. La première, c'est, on a effectivement le programme, là, le truc 2 que j'ai là, le binaire, je l'ai, je le possède, il est sur mon disque dur, donc je peux le décortiquer. Donc ça, c'est du désassembleur. Donc c'est programme éteint, si vous voulez, le programme il est juste, on a le fichier, quoi, et on décortique le fichier. L'autre moyen de faire du reverse engineering, c'est de ne pas avoir, enfin d'exécuter le programme en fait, et de regarder non pas le fichier, de décortiquer non pas le fichier, mais le code exécutable qui est mis en mémoire de l'ordinateur. Donc là c'est plus un désassembleur, on appelle ça plutôt un débugger. Concrètement basiquement ils font les mêmes choses, mais pas au même endroit, quoi. Il y en a un qui décortique le fichier sur le disque dur, il y en a un autre qui décortique le programme en train de tourner, ce qui n'est pas tout à fait pareil. On peut faire des pauses, on peut mettre des marqueurs, on peut étudier des variables, enfin c'est un petit peu différent. Ça ressemble plus, si vous voulez, le débugger, ça ressemble plus à ce que je vous ai déjà montré dans une vidéo de hacker en train de hacker, où je hackais des jeux vidéo. Où, vous savez, je trouvais le nombre de vies, je mettais plus 1 en vie ou des vies infinies, des choses comme ça. J'avais un petit logiciel qui servait à ça. Bah, c'était ça, c'était plus un debugger qui regarde des choses en mémoire et qui édite des variables en mémoire. Donc du programme en train de tourner, quoi. Pas le programme à plat éteint en fichier sur votre disque dur. Donc là, aujourd'hui, on va plutôt faire du désassemblage, c'est-à-dire vraiment décortiquer le fichier à plat, pas en train de s'exécuter. Cheat Engine, tout à fait. Asborg, c'était ça la vidéo que j'avais fait avant. Cheat Engine, donc, est plus un débugger, mais simplifié, quoi. Vraiment spécifique jeu vidéo. Alors, donc, on va quand même aller au cœur du problème. On va ouvrir notre fameux truc 2. Hop là, hop là. Truc 2, il est où, il est où Déplacé. Ah, je l'ai déplacé, comme un con. Donc, il faut que je le remette. Voilà, hop. Je le voyais plus, je pouvais plus l'ouvrir. Le gars est un peu bête, hein, il faut lui donner... Il n'y a pas de son cacoal. Est-ce que j'ai pris de l'eau? Oui, j'ai prévu un peu d'eau quand même, sinon je vais avoir soif.
indispensable car aucun skill. Ah, je suis désolé d'apprendre ça à Asborg, mais oui, c'est vrai qu'il y a des jeux qui sont casse-couilles. Et ce qui est marrant, c'est que même sur des jeux récents, c'est toujours valable, Cheat Engine, donc c'est assez marrant. Bon bref, voici donc à quoi ça ressemble, notre programme donc Truc 2, ouvert dans IDEA. Alors, vous avez deux vues. Vous avez la vue brutasse qui ressemble un peu à ce que j'avais dans mon éditeur de texte tout à l'heure. Là, on a le code hexadécimal, vraiment le code brut du programme, donc qui est illisible. Et vous avez la vue intéressante qui est la vue en mode code assembleur. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut connaître le code assembleur, donc ça vous n'allez pas y couper. Si vous voulez pratiquer le reverse engineering, il faut quand même connaître les bases du code assembleur. C'est pas évident, je vous l'avoue, si vous n'avez pas un peu pratiqué à l'école, c'est pas super intuitif comme langage de programmation, c'est normal, hein, c'est vraiment du pur langage machine, donc c'est très approprié à la façon dont est construit physiquement les machines, avec des déplacements, voilà. Et puis le fait aussi que comme on est très bas niveau, il n'y a pas beaucoup d'opérations mathématiques en fait finalement. Il ne fait que des additions ou des multiplications. En fait, un processeur, ça ne sait faire que ça. Donc après, c'est plus une question de comprendre, enfin de comprendre comment, avec ces opérations de base, arriver à faire des plus, des moins, des multipliés, à faire des adressages mémoire, à faire plein de choses comme ça. Donc l'assembleur, c'est pas du tout intuitif, mais c'est indispensable pour faire du reverse engineering. Donc je vous invite à aller regarder ça de plus près. On va regarder, nous, les instructions les plus évidentes, qui sont assez simples hein, à maîtriser, vous inquiétez pas. On peut déjà s'en sortir en connaissant quelques instructions, et après, il sera toujours temps de taper dans Google. Hein. Vous avez de la doc, hein, c'est pas ce qui manque. Il faut juste savoir que ça dépend un petit peu de votre machine. Si vous décompilez, enfin si vous désassemblez un programme, là je suis sur un Windows, enfin sur un tel type de processeur, il va mettre des instructions assembleurs qui correspondent à mon processeur. Si je le fais sur une autre machine avec une marque de processeur différente, je pense typiquement AMD, Intel, quoi, hein, et ben il va pas mettre exactement les mêmes instructions, il va y avoir des différences. C'est une chose à savoir. Parce que là, en fait, ce qu'il fait, c'est que... Oula, j'ai cliqué un peu fort. Je suis où? Je suis où? Pourquoi il m'a mis sur cette vue bizarre? Bon. Faut que j'y retourne. Non. Non, faut que je clique là. Voilà. Tac. Donc, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, là, il désassemble en fonction de ma machine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important à savoir? Donc, on va être tout le temps sur cette vue-là, hein, la vue par défaut d'IDEA. Les autres vues sont intéressantes, mais là en l'occurrence vont pas trop nous servir. Bon, la vue brute, je vous les montre vite fait. Il y a la vue structure, mais là, il n'y a rien de déclaré comme structure, donc ça va pas nous aider. La vue enum, il n'y a pas. Import, c'est le nom des fonctions. Export, non. En fait, il peut y avoir, mais là je crois que je l'ai pas ouvert, il peut y avoir une vue éventuellement avec les différentes chaînes de caractères qu'il a trouvées. Voilà, je dois pouvoir l'afficher. Import, enum, structure, non, il l'a pas. Bon, où c'est l'export du coup? Non. Normalement, il y a une vue qui montre la totalité des chaînes de caractères qu'il peut avoir trouvées. Mais là, je sais plus comment on la met, mais c'est pas grave. Vu que c'est pas ça qu'on cherche aujourd'hui. Donc, on a une vue centrale où il y a le code en lui-même. Et on a à gauche, ça c'est très important, la liste de toutes les fonctions qu'il a trouvées. Parce qu'en fait, le code à l'origine, quand il a été programmé en C, en Python, peu importe, le programmeur, il a défini des fonctions. Quand on programme, on définit des fonctions. Toutes ces fonctions-là, elles ont un nom. Et ce nom-là est conservé dans le process, si vous voulez, de compilation qui transforme le code source en programme exécutable. Le nom des fonctions, lui, il est toujours conservé du bout en bout dans le process jusqu'à la fin. Il peut y avoir d'autres choses de conserver, genre des commentaires de compilation, des choses comme ça, mais là c'est quand le programme il est compilé de manière très spécifique, en mode debug ou que sais-je. Donc il peut y avoir d'autres infos comme ça qui sont conservées de bout en bout dans la chaîne, mais de base, le nom des fonctions, lui, il est toujours présent. C'est pas un truc qui s'efface en fur et à mesure. Donc, on conserve le nom des fonctions. Là, en l'occurrence, effectivement, comme dit Chris, on voit que le code source c'était du C parce qu'il y a certaines fonctions qui nous donnent des pistes. Hein. On a là ici le read. Alors oui, c'est juste derrière la fenêtre de chat, mais il y a le read, le printf, le alarm, le puts, le exit. Enfin bon, il y a un certain nombre de fonctions qui sont très typiques du programme C, quoi. Donc on sait que ça a été programmé en langage de programmation C. Mais voilà, on a sur la gauche une série de fonctions. Tout notre programme en fait est décomposé en plusieurs fonctions.
Alors vous en avez qui sont sur fond rose, il y en a qui sont sur fond blanc, et il y en a même qui sont en gras. La main est en gras. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce code couleur là? En fait, ce qui est en rose, c'est des fonctions en fait qui ne sont pas dans l'exécutable lui-même. Ce sont des fonctions qui sont appelées par des librairies, si vous voulez, des librairies distantes qui sont déjà présentes dans le système. Donc ça c'est un programme Linux, mais si je le faisais tourner sur un environnement Linux, eh ben il appellerait la librairie qui correspond. Alors là en l'occurrence c'est libc, je le sais, mais bon, vous n'êtes pas censé le savoir, mais voilà, tout ce qui est en rose, c'est des appels à des fonctions externes, donc qui sont pas présentes dans mon fichier exécutable. Par contre, tout ce qui est en blanc, sur fond blanc là, ça c'est des fonctions qui sont véritablement dans le fichier, donc sur laquelle j'ai la main, quoi. Hein. C'est vraiment les fonctions de mon fichier qui est à l'intérieur de mon truc 2. Et notamment, ce qui nous intéresse, c'est celles qui sont en gras, savoir libc startmain, parce qu'en fait, celles qui sont en gras, c'est tout simplement celles qui sont du début, celles qui sont lancées au départ de votre programme. C'est par là qu'on commence en fait. Donc on sait qu'il y a un libc startmain qui est lancé, mais via les librairies, donc ça on peut pas les voir. On en a un autre en bas là qui est derrière la fenêtre, qui est derrière la fenêtre de chat, mais c'est pareil, on peut pas le lancer. Donc on a nous ici le main, c'est le seul qui nous intéresse vraiment, puisque ça c'est, donc il est en gras, c'est la première fonction qui est lancée par mon exécutable quand je le démarre. Donc c'est le truc capital, quoi, hein, le truc le plus important. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait tout un tas de trucs, et c'est là où la connaissance de l'assembleur arrive en mode ouïouïouï, quoi, ça pique un peu. Donc il fait tout un tas de paramétrages. Alors, IDA essaye au maximum de vous aider en interprétant des choses, en essayant de vous donner des indices au maximum. Par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir? En fait, ça, là, les EBP, ESP, bon, ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais c'est des noms de variables assembleurs. Et il se trouve que ça, c'est IDA qui les met. En fait, dans le vrai code, si je, vous voyez, je surligne là, EBP, je vais mettre là plutôt. Voilà, l'ESP qui est là, que je surligne. En fait, si on regarde dans le vrai code, eh ben, c'est 89E5. Voilà. 89E5, eh ben, ça veut dire en fait move EBP ESP. Alors évidemment, s'il fallait lire le code directement ici, on serait pas sorti le cul des ronces, hein, comme on dit. Mais là, au moins, on a quand même une interprétation qui nous permet un peu mieux de comprendre ce qui se passe. Alors qu'est-ce que fait le programme? Bah j'en sais rien. Voilà, pour faire très simple, je suis pas un grand maître du assembleur, il fait tout un tas de bordel, je sais pas quoi. Et par contre, je vois qu'à un moment donné, il fait un call qui veut dire en fait qu'il va appeler une autre fonction. Donc là, en fait, il fait blablabla, et là, il appelle la fonction qui s'appelle comme ça, et que j'ai dans ma liste d'ailleurs. D'ailleurs, si je clique dessus, il va me l'ouvrir. Voilà, hop. Elle est où? Elle est... Je sais même pas où elle est. X86, elle doit être là-haut. Non, je la vois pas. Ah si, elle est là. Elle est juste en dessous du main. Je suis un peu con dans la liste. Donc je l'ai, elle est là. Et donc, il appelle ça. Donc là, on a la déclaration. Il fait un move bidule. Et RETN, c'est return. Il revient en fait là où il était avant. Ici. Donc il a fait le call d'une fonction. La fonction lui a dit return, donc il est revenu, et à partir de là, il revient, et il continue son programme, comme ça, petit à petit, et après, il appelle une autre fonction qui s'appelle init, après, il en appelle une autre qui s'appelle banner, set timeout, menu, etc., et après, il a fini, c'est la fin du programme. Voilà. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut bien en faire? Nous, on a vu, en exécutant le programme, qu'est-ce qu'il fait? On sait pas ce qu'il bricole comme initialisation, ça d'accord. Après, il nous met un beau petit... Alors, je vous le remets, tiens, je vais vous faire... qu'on voit ça en direct. Hop. Pause, là, voilà. Je rouvre mon petit poutil. Non, c'est celui-là. Tac. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il nous affiche un beau Père Noël, et après, il nous affiche un menu. Et quand on est dans le menu, on peut faire des choix dans le menu. Et ça ne s'arrête que quand on appuie sur 2, qui est un des choix du menu. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien que donc quelque part il doit y avoir une fonction qui s'appelle menu, ou un truc qui permet de gérer les menus. Et effectivement, voilà, là on a le call menu ici, on se doute bien que c'est là-dedans que doit se passer le moment où il affiche, voilà, est-ce que vous voulez choisir le choix 1 ou le choix 2? Si le programmeur est pas un enfoiré de première, il a appelé ses fonctions avec quelque chose qui soit un peu intelligible. Donc s'il a appelé une fonction menu, c'est probablement la fonction qui sert à afficher le menu. Et du coup,
bon, init, bon, ça initie des trucs. Banner, il y a de grandes chances que ce soit la bannière, c'est-à-dire le premier truc qui s'affiche, le Père Noël en fait. Il y a de grandes chances que le banner, là, c'est la fonction qui permet d'afficher le Père Noël. Là, en l'occurrence, on sait pas, mais c'est une bonne intuition, un bon moyen de se dire que ça doit être ça. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le menu, hein. Donc on va aller voir la fonction menu, un peu qu'est-ce qu'elle raconte. Là, on a quelque chose d'un peu plus sympa, enfin sympa, un peu plus graphique. C'est tout l'intérêt de l'interface graphique en fait du truc, hein. On voit donc que la fonction menu, alors cette fois on est, où c'est qu'elle est menu, elle est là, voilà. On est sur cette fonction là. Donc qu'est-ce que fait cette fonction là? Bon bah elle fait tout un tas de bazar en assembleur, elle fait encore un call à une autre sous-fonction mais elle revient après. C'est d'ailleurs la même que tout à l'heure. Donc elle fait des trucs. Voilà, on comprend pas ce qu'elle fait des trucs, mais Ida nous aide à comprendre ce qu'elle fait. Donc elle fait tout un tas de bordel, et après elle va dans une espèce de sous-section de la fonction. C'est en fait, la fonction là c'est l'ensemble de ce qu'on voit à l'écran en ce moment. Donc la fonction menu, qui s'appelle menu, c'est tout ça. C'est tout le graphique qu'on voit là. Je peux peut-être d'ailleurs le resizer, non Fit Windows, voilà, comme ça. Donc la fonction menu, c'est tout ça. Mais dans cette fonction menu, on voit qu'il y a des sous-parties, il y a une espèce de découpage qu'on n'avait pas dans main. Dans main, c'était vraiment brut, on a tout, et puis il fait tout à la ligne, basta. Là, on voit il y a des flèches dans tous les sens, il fait pas juste lire toutes les instructions les unes après les autres. Apparemment, il y a quelque chose de plus subtil que ça. Alors on va regarder de plus près. Je me remets en voilà, hop. Je sais pas si vous voyez bien, oui, si, ça doit être assez lisible normalement. Donc, il fait tout un tas de blabla. Après, il fait print menu. Donc ça, print menu, quand on va dedans, on voit que voilà, vous avez ici là du texte. On voit Santa Pawn Shop, 1 Ask Santa. Donc ça, c'est les options. En fait, c'est vraiment le texte qui s'affiche du menu. Donc il affiche le texte. Et après, il revient. Là, il a fait son call pour afficher le texte du menu. Et là, il appelle une fonction qui s'appelle getInt. Donc getInt, si on est logique, si on est un programmeur qui n'appelle pas ses fonctions n'importe comment, ça est une fonction qui sert à prendre un entier. Donc c'est la fonction en fait qui récupère la saisie de votre choix du menu, quoi. Si on est logique. Ensuite, donc tout un tas de blabla assembleur, donc qui veut probablement dire ok, j'ai récupéré la variable, je la mets quelque part, hein, je stocke la variable quelque part. Et ce qui est important en fait quand on regarde du code en reverse engineering, c'est toutes ces instructions là, à savoir CMP, JZ, il y a aussi JNE, JMP, enfin tout ce qui commence par J, parce que J c'est jump, et CMP, donc l'instruction juste au-dessus, c'est compare. Ça c'est vraiment le cœur de ce quand on fait du reverse en assembleur, c'est quand même le cœur des trucs qu'on regarde. C'est voilà, tout ce qui est comparaison et donc jump, saut, en fait, dans les différents endroits du code, qui sont des sauts en général conditionnels. Quand vous avez comme ça un compare et un j quelque chose derrière, ça veut dire je vais faire un saut en fonction de ce que j'ai trouvé comme comparaison au-dessus. Donc là, en l'occurrence, compare la variable e à x à la valeur 2. Donc si la valeur qu'il y a dans e à x, dans la variable e à x, si la valeur est égale à 2, alors je fais un saut conditionnel. Alors JZ, je sais plus si c'est si oui ou si non, je ne sais plus, mais dans un des cas, si c'est égal à 2, je vais faire un saut vers une sous-partie précise. Si c'est pas égal à 2, je vais aller dans une autre sous-partie. C'est pour ça qu'on a deux flèches. Donc on a une flèche, bon, là si je vois qu'il y a un exit ici, donc typiquement l'option 2 c'était l'option pour finir en fait, c'est l'option pour terminer le programme. Donc si j'ai choisi 2, alors je vais vers la sortie, donc c'est cette branche là, hop hop hop, donc là c'est le exit. Si j'ai pas choisi 2, et ben je vais aller dans l'autre branche et il va y avoir encore d'autres embranchements, etc. Donc en fait ce qu'il fait c'est qu'il va dans le branche, après il vérifie si on a tapé 1 ou pas, donc si j'ai tapé 1 ou pas, bah, ça va aller d'un côté ou de l'autre. Encore une fois. Donc, on voit que c'est bien compliqué, tout ça pour, au final, dire une chose toute bête, c'est qu'il regarde si on a tapé 1 ou 2, quoi. Hein, globalement, c'est aussi simple que ça. Et là, une fois qu'on a compris le principe, je vous ai dit, donc là, il compare si c'est égal à 2. Là, il compare si c'est égal à 1. Mais en fait, il regarde jamais
je vous ai pas parlé de celui-là en fait. On voit, au milieu, entre le 2 et le 1, il y a un autre compare. Il compare aussi si c'est égal à cette valeur-là, donc il y a une valeur en hexadécimal. 29 AH. Alors 29 AH, ça vaut combien? Très bonne question. Je sais même plus s'il est capable de le faire tout seul, lui. Non, bon, je vais le faire moi-même. En fait, cette valeur-là, ça se traduit par 666. Par la valeur, l'entier, 666. Et donc, ça veut dire que il fait une comparaison si tu as tapé 2, il fait une comparaison si tu as tapé 1, mais il regarde aussi si tu as tapé 666. Et ça, on l'a pas vu dans les options du menu, mais le programme l'attend. Enfin, le programme est capable de réagir si on tape 666. C'est exactement le nombre de la bête, tout à fait. Et on voit bien que dans les embranchements, donc si j'ai tapé 2, je vais vers la sortie. Si j'ai tapé 666, je vais vers quelque chose qui est une autre fonction qui s'appelle PawnShop Backdoor. PawnShop, oh là, mon accent est terrible. PawnShop, donc c'est le nom du défi. Hein. Donc PawnShop Backdoor, Backdoor entrée par derrière exactement. Donc on voit bien en fait que quand on arrive dans, enfin si on tape 666, on va arriver sur une autre partie du programme qui n'était pas du tout proposée dans le menu, mais qui est bien présente dans le programme. Donc c'est là où on peut déjà voir que le reverse engineering, ça permet de trouver des petites subtilités comme ça, de choses qui sont... Ça peut être des reliquats, si vous voulez, ou des choses tout simplement pas documentées, que le programme peut faire, mais que vous ne savez pas qu'il peut le faire. Là, si on n'avait pas le détail, là, si on ne savait pas ici que c'était marqué 666, si on n'avait pas vu la comparaison, on n'aurait jamais su que quand on tape ça, bah, on arrive sur un sous-menu. Donc on va tout de suite aller voir ce que ça fait. Hop là, je me remets sur ma machine. If paf pouf. If paf pouf. Voilà. Hop, hop. Donc, si je fais 1, il se passe rien. Si je fais 2, ça va quitter. Voyons voir ce qui se passe quand je tape 666. Ah ah, il se passe un truc. Il se passe quoi? On a une nouvelle option, donc c'est marqué, ah ah, vous avez trouvé la backdoor secrète du Père Noël pour le pawn shop. J'espère que tu connais les clés, les mots de passe. Et là, il nous demande des clés. Donc il y a le keycode 0, je sais pas, je mets n'importe quoi. Keycode 1, 2, 3, il demande un paquet. 1, 2, 3, 16, ouais, il y en a 15, enfin il y en a 16 du coup. Il m'a demandé 16 mots de passe, et à la fin des mots de passe, vu que j'ai sûrement mis n'importe quoi, bah, il m'a quitté la gueule, parce que j'ai pas dû mettre les bons trucs. Donc il est temps de retourner à notre ami le désassembleur et de regarder un peu qu'est-ce que c'est que cette histoire de mot de passe. Donc on a compris en faisant le reverse qu'on est arrivé ici en fait, hein, dans l'embranchement. Donc j'ai pas tapé 2, j'ai tapé 666, donc je suis arrivé dans cet embranchement là. Et donc là ça appelle cette fonction là qui s'appelle PawnShop Backdoor, on va y aller. Hop là. Donc j'ai cliqué dessus. On voit, donc du coup il nous affiche la fonction. Alors je vais vous montrer en entier. Hop voilà. Elle ressemble à ça, elle a l'air un peu tendue. Hein. Bon, en même temps, s'il y avait 15 mots-clés, on voit bien que là, il y a l'air d'avoir toute une partie, toute une série de petites sous-parties là qui doivent être sûrement liées aux 16, je dis 15, il y en a 16. 16 codes qu'il faut qu'on rentre. Hein. Donc là, il y a... Rien que graphiquement, déjà, on comprend qu'il y a un lien entre les 16 trucs et tout ce qu'on voit là. Maintenant, dans le détail, on va regarder de plus près. Qu'est-ce qu'on a là? On a déjà ici on voit le texte. Ça encore une fois c'est Ida hein, qui vous aide à retrouver le texte, c'est-à-dire qu'en fait là cette instruction là, là à un moment donné il y a une valeur mémoire et en fait Ida va vous mettre là en commentaire que cette valeur mémoire là, ou non c'est plutôt celle-là d'ailleurs, cette valeur là correspond ailleurs dans le programme à la chaîne de caractères qu'elle a mis après là en petit gris à côté, comme ça ça permet de vous donner des petites astuces, parce que sinon on peut aller directement chercher la chaîne de caractères là, en cliquant dessus. Hein. Là on va avoir vraiment le texte tel qu'il est défini dans le programme. Mais bon, Ida vous fait un rappel pour que vous soyez pas paumé, que vous essayez de... C'est déjà assez compliqué comme ça à comprendre, donc elle essaie de vous aider au maximum, quoi. Donc on voit bien effectivement que là... J'ai entendu un bruit derrière, c'est rien. Hop là. Donc on voit là effectivement qu'il y a le texte donc de ce fameux sous-menu secret. Et ensuite, c'est le bordel. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bon, du blabla, encore une fois,
l'assembleur, hein, on a besoin vraiment de tout savoir que quand vraiment on veut avoir le détail. Mais là, en l'occurrence, pour la façon très basique dont on va regarder, on n'a pas besoin de savoir tout ce qu'il fait exactement. On a juste besoin d'essayer de le lire en gros, quoi. Hein. Donc là, ça descend là-dedans, puisque là, la flèche, c'est une flèche qui revient. Donc ça boucle sûrement d'ailleurs. Donc là, la flèche, elle est toute droite, elle va là. Là, il y a une option entre ça et ça. Alors, je sais pas, pour l'instant, je sais pas ce que ça fait. Donc, vous voyez, on a toujours le CMP, donc une comparaison entre un chiffre et... enfin, une valeur d'une variable et une valeur à trouver. Et un saut, donc là c'est JLE, donc c'est toujours un J, donc c'est un saut, mais c'est pas la même façon de tester. Le JZ de tout à l'heure c'est Jump If 0, le JLE là, je sais même plus ce que c'est Jump If Exist ou un truc comme ça, je sais plus. Il y a plein comme ça, ou plus grand que, ou plus petit que, je sais pas, il y a plein de jumps différents. Vous regardez sur Wikipédia, il n'y a aucun problème. Là, en l'occurrence, nous, on n'a pas besoin vraiment de tout comprendre dans le détail pour comprendre ce qui se passe. Ce qui nous intéresse, c'est, on voit ici, là, hop là, c'est marqué Enter Keycode. Donc c'est bien ce qu'on a vu à l'affichage, à savoir que jump less or equal, c'est ça. Donc ça, c'est quand c'est plus petit que. Donc là, on a un JNZ, ça c'est quand c'est pas à 0. Et donc, logiquement, JGE, J greater ou equal, ouais, c'est plus grand que. Donc, qu'est-ce que je dis? Oui, nous, on sait on est sûrement allé par là, puisqu'on voit le texte ici, entrer le code, et avec là une petite variable, donc qui est le truc s'incrémente. Hein. Vous avez vu quand quand j'ai rentré les codes, ça marquait entrer le code 0, le code 1, le code 2, le code 3, etc. Donc là, c'est le petit pourcentage D. Donc en fait, ce que fait le programme, c'est que il te demande de saisir le code. Hop, là, il y a un printf, donc il affiche la demande de saisie de code. Là, il récupère le chiffre que tu as fait avec le getInt. Il le stocke. Probablement, là, dans tout ce qu'on voit, il y a un stockage. Et après, vous avez la flèche qui est en bas, ici, là, qui en fait est une flèche de rebouclage qui remonte ici. Donc, en fait, ce qu'il fait, eh ben, du coup, c'est à ça que sert le compare ici. Ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il boucle comme ça, sans arrêt. Il vous demande tous les codes, jusqu'à ce que, ici, ça doit valoir 16, j'imagine. 0F, oui c'est ça. Ou 15. Non, 0F ça doit être 16. Je sais plus compter Non, bah non, c'est 15 du coup, c'est 15. Puisque 0, 0, c'est 0. Donc 0F c'est 16, c'est 15, pardon. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est que quand tu fais ça en fait, 15, enfin 16 fois du coup, quand tu arrives à la 16e fois, eh bien tu passes de l'autre côté, dans la branche d'à côté. Donc là, on boucle, on boucle, on boucle. Donc je pars de 0, effectivement, comme dit Asborg. Donc il me demande entrer le code 0, après entrer le code 1, code 2, code 3, etc. Et quand on arrive à entrer le code 15, donc là je suis à 15 quand je suis là, je boucle encore une fois. Et ici, donc maintenant mon chiffre est égal à 16, donc c'est plus grand que, et donc je saute de l'autre côté. Et là, qu'est-ce qu'il fait? En fait, à partir de là, une fois qu'il a fait tout son bouclage, donc il a chopé tous les chiffres du code, et ben en fait, il va aller de l'autre côté et il va comparer. Là, vous voyez, il y a une comparaison entre une valeur, donc la variable en fait qui contient le premier code que vous avez rentré, et donc une valeur, donc ça c'est la valeur qu'il s'attend à trouver dans le premier qui code. Alors évidemment, comme j'ai très mal préparé ce live, je n'ai pas noté la conversion en comment dire en numérique. Je vais juste vérifier vite fait que je l'ai pas gardé quelque part, mais normalement je dois l'avoir. Pif paf pouf. Hop là. Hop. Oui, je les ai là. Normalement, ça doit être ceux-là. Donc ça, bah attendez, je vais sortir un petit éditeur exa, enfin un convertisseur exa, exa integer, enfin, exa entier. Mode programme. Ah, la calculatrice Windows le fait. Bah tu vois, je savais même pas. Hop. Comme quoi, on apprend tous les jours. Hein. La calculatrice Windows en mode programmeur, tu me dis. En mode programmeur, elle est là. Hop. Et donc si on rentre 676 CFD, non, alors j'ai mal tapé. 6, attendez, parce que j'ai fait une pause. 676 C,
Non, alors c'est en minuscule. Non, il prend pas les lettres? Oui, il prend pas la lettre. Ah, parce que je l'ai rentré en décimale, pardon. Hop, là, je me mets en binaire. Voilà. Ah, le gars, il est lent, il est lent. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. 676, CFD, voilà. Et donc, on a le décimal ici. Je vérifie juste que ça correspond bien à ce que j'avais marqué. A priori, c'est bon. Donc, le chiffre attendu sur le premier code, c'est 6 778 109. Donc, la première comparaison ici, là, le key code 0, c'est voilà, c'est ce chiffre-là. Après, donc, en dessous, il compare le deuxième chiffre. Hein. Là, après, il est fait comme ça tous. Hein. Donc, deuxième chiffre, il est là. Là, vous voyez, en fait, pour le troisième, il y a un test qui est un peu différent. Donc, là, il comparait avec des chiffres, hein, on les voit. Et là, en fait, vous voyez, au lieu de faire un comp, il fait un test, EAX, EAX. Ça, en fait, c'est bêtement, ça n'est vrai que quand la valeur est égale à 1. Donc, en fait, ce test-là veut dire, faut que ce soit 1, en fait. Voilà, faut que le contenu de EAX, ce soit 1. C'est, en gros, c'est du... comment on dit? C'est du... booléen, voilà, j'y arrive. Oh là là, le gars est au diesel, hein, laissez-le un peu mariner, ça va sortir tout seul, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est du booléen, en fait, c'est un test booléen. Et donc, il faut que la réponse... Enfin, là, la réponse est 1. Et donc, à chaque fois, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il compare chaque chiffre les uns après les autres. S'il trouve la bonne réponse, il va passer au suivant. Donc il les compare tous, hein. Mais si c'est pas la bonne réponse, alors vous voyez les flèches sur le côté là, hop, il va aller vers cette partie-là, qui est non, désolé, vous êtes interdit, on exit. On a eu le message en fait quand je l'ai fait là à la main, mais le problème c'est que le message est passé tellement vite que ça a coupé avant qu'on le lise. Mais donc c'était marqué accès interdit. Donc on a comme ça, grâce au reverse, la totalité des 16 codes qu'il faut rentrer. Pourquoi on ne sait pas, pour passer à la suite. Donc on va les rentrer, je vais vous montrer. Donc alors du coup si je me suis pas gouré, c'est ce que j'ai écrit là. D'accord. Donc on va les rentrer et on va voir l'étape suivante, qu'est-ce qui se passe derrière. Donc là on est toujours dans notre mode de hacking purement désassembleur. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça pour avancer pour l'instant dans ce challenge. Pour l'instant. Hop là. Donc je me remets sur le Père Noël. Donc on a dit, on fait d'abord 666 pour avoir le menu secret. Ensuite je vais mettre les chiffres ici, voilà. Pendant que ça sort des blagues, orientez fesses dans le chat, mais ça, j'aurais dû m'en douter, je vous connais. Donc voici tous les chiffres traduits de l'hexa vers... Alors, il faut savoir si jamais vous avez envie de faire le challenge vous-même, parce que les challenges de Over the Wire, là, Over the Wire, du calendrier de l'Avent, sont alors plus accessibles sur le site originel, mais ils ont été remis en ligne via une infra, un genre de, je sais plus comment il appelle ça, l'auteur de Over the Wire, mais c'est un genre de DMZ, de zone spécifique où il met à disposition les challenges. Donc une fois qu'ils sont finis en live. Donc ils sont toujours accessibles ailleurs, sur un autre site. Et si jamais vous lancez le challenge, vous n'aurez pas ces chiffres-là. Donc je vous donne pas de réponse en fait, enfin je vous donne la technique, mais en fait les chiffres que vous voyez là ne seront jamais bons pour vous, parce qu'en fait ils sont régénérés aléatoirement à chaque fois que vous l'exécutez en fait. Et comme là moi je suis sur une version que j'ai recopiée chez moi en fait, bah il n'y a plus la partie aléatoire qui se faisait en fait. Faut savoir que quand on l'a fait en live avec toute l'équipe, on en a bien chié. Mais, et effectivement, en fait, à chaque fois qu'on se connectait, en fait, le challenge changeait en fait. Alors pas le 666, mais là tous les codes que vous voyez là changeaient à chaque fois qu'on redémarrait le challenge. Et en plus, il y avait une petite subtilité, c'est que le challenge il coupait tout seul au bout d'un moment. Là, vous voyez, j'ai le temps de rentrer mes codes tranquillou à la main, pépère. Et en fait, dans le vrai challenge, ça se faisait, on se faisait déconnecter en fait au bout de, je sais pas, 10 secondes quoi. C'était vraiment très rapide. Donc ce qui vous obligeait en fait à faire ça non pas de manière manuelle, mais de manière automatique avec du code, avec un programme qui le fasse en fait à votre place. Donc il fallait non seulement comprendre toute l'astuce du truc, mais en plus le programmer pour le rendre automatique et donc rapide quoi.
Ça, c'était le petit challenge. Si vous avez envie de l'essayer, je vous invite à le faire. Hein. Moi, en fait, c'est le challenge sur lequel j'ai passé le plus de temps. Parce que je vous ai dit, hein, j'étais pas hyper calé en reverse engineering. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je connaissais la technique. Mais j'en avais fait voilà, quand j'étais jeune pour craquer des jeux, mais c'est tout. Donc, j'avais pas vraiment pratiqué. Donc là, ça m'a permis, en fait, j'y ai passé, je sais plus, 10 jours, je crois, un truc comme ça, à réfléchir, et ça m'a permis de réapprendre comment on faisait du reverse engineering. Alors, j'ai pas passé 10 jours sur cette partie-là, hein, je vous rassure, c'est sur ce qu'il y a après, qui m'a pris beaucoup de temps, parce que c'est assez pointu. Mais donc, en tout cas, là, on arrive où? On arrive au fait que on a passé une nouvelle étape, on arrive sur un autre menu qui nous dit, voilà, accès autorisé, et là, il nous demande encore un code. Ah bah merde, on arrive, on s'en sort pas quoi. Hein. À chaque fois qu'on reprend un code, enfin, qu'on met tous les codes, il nous en demande encore d'autres. Alors, on va regarder, hein, on continue, on va regarder notre désassembleur, regardez ce qui se passe derrière, qu'est-ce qu'on doit faire. Hop là. Hop, donc ça, je le remets en pause. Et là, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a tout trouvé? Donc si on n'avait pas tout trouvé, on arriverait à accès interdit, voilà ce qu'il y a ici. Quand on a trouvé, ça nous emmène plutôt de l'autre côté, ici, là, call win, donc ça appelle une procédure qui s'appelle win. Ah, on n'est plus très loin de la vérité. On arrive là, bon, voilà, la fonction win. Qu'est-ce qu'il y a dans la fonction win? En fait, on a le texte, hein, accès autorisé, blabla, security protocol bidule. Et donc, dans le... Hop là, nous, il nous disait de rentrer un autre code. Alors, là, il nous demande de rentrer un autre code. Sauf que, vous le voyez, il n'y a pas de comparaison. On voit pas de comparaison, là. On voit alors, printf, c'est ce qui affiche le texte. Read, c'est ce qui lit le texte. Mais, en fait, nulle part, on a de truc qui dit... Si le texte égale à bidule, alors fais quelque chose. Ça, vous le voyez pas, ça. Parce qu'il n'y en a pas. Donc en fait, le challenge, la suite du challenge, c'est pas de rentrer un autre code, parce que de toute façon, vous pouvez rentrer ce que vous voulez, ça n'aboutira jamais, en fait. Et donc du coup, là, on attaque la partie qui sera la prochaine vidéo hein, que je vous ferai, où on va faire plus que juste exploiter le code tel qu'il est là, on va le triturer pour faire des choses qu'il n'est pas censé faire. Là, vous voyez, il y a dans le code physique, il n'y a aucun élément qui conduit à autre chose. Là, le programme est terminé. Quel que soit ce que vous rentrez, le programme est terminé. Donc nous, comme on disait le challenge à la base, c'était de pouvoir avoir les droits routes, hein, d'être maître de la machine qui exécute le programme. Là, on peut plus rien faire, puisque de toute façon, dans le code, physiquement, il n'y a aucune instruction qui nous permet de remonter à la machine. On peut entrer ce qu'on veut, ça changera rien. Donc, il faut lui faire des choses qu'il n'est pas programmé pour. Et donc ça, ce sera la prochaine partie, 6 prochaines parties il y a, pour ces vidéos donc de reverse engineering. Donc j'espère que jusqu'ici, en tout cas, j'ai été clair. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour me poser des questions, si vous en avez, pour tout ce qu'on a vu là. Déjà sur cette première partie-là, pour bien fixer les choses. Et donc je vous dis, dans une prochaine vidéo, on fera l'étape d'après qui est autrement plus poilue, hein, je vous préviens. C'est très touffu, mais ça permet donc d'après de faire au programme des choses qu'il n'est pas censé faire. Et d'ailleurs, on fera pas du désassemblage. Là, on était sur le code qui s'exécute pas, hein, on a regardé le fichier. On va plutôt être en mode debugger, où on va éditer un fichier en cours, un programme en cours d'exécution, donc ça va être un peu différent. Alors, je refais le tour un petit peu du chat, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bonjour, je suis un type qui connaît absolument rien, mais qui s'intéresse au hacking et à la sécurité. Avez-vous un conseil pour débuter, à part apprendre à lire en anglais? Alors oui, effectivement, commencer à savoir lire en anglais, c'est pas mal. Sinon, à l'ère d'Internet, on a quand même beaucoup de ressources en français. Je t'invite à regarder, alors bon, ma chaîne YouTube, voilà, petite promo, hein, sur ma chaîne YouTube, j'explique pas mal de choses. Donc, il y a 2 séries. Il y a la série Ethical Hacking, qui te vulgarise, si tu veux, des conseils pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est, que veut dire ce vocabulaire-là. Et t'as l'autre série qui s'appelle Un hacker en train de hacker, donc t'es en train de regarder un épisode là, où là je montre vraiment en live comment on fait les choses, et c'est vachement bien pour apprendre. Honnêtement, moi j'en avais pas quand j'ai appris des vidéos comme ça qui expliquent en montrant.
J'avais juste des textes, et sur les textes, je trouve que c'est moins pratique. Voir les choses en vidéo, voir le gars faire, je trouve que c'est un peu plus... C'est un peu plus sympa pour apprendre, donc bon, c'est un bon moyen d'apprendre. Tu verras dans mes vidéos, il y en a une aussi qui s'appelle Comment devenir un hacker, tout simplement, qui en fait résume un peu toutes les étapes. Donc dedans, il y a des liens de sites que je te recommande pour apprendre justement à hacker, qui sont pas les miens, hein. Il n'y a pas que moi dans la vie quand même. Non mais du coup, dans cette vidéo-là, voilà, je donne 2-3 pistes à différents niveaux pour avancer dans le sujet quand tu démarres à zéro, quoi, hein. Bon, il faut évidemment apprendre la programmation, il faut évidemment apprendre l'anglais un peu quand même, mais voilà, je te donne des ressources dans cette vidéo-là pour aller un peu plus loin, avec notamment des sites de jeux, hein, de challenge, pour pratiquer, tout simplement, parce que, mine de rien, moi j'ai appris comme ça, c'est vraiment par la pratique, je trouve qu'on apprend le mieux. Ouais, c'est comme ça que j'ai appris moi. Il y en a peut-être qu'on fait des écoles de ça. Moi, je connais pas les formations sécurité. Moi, je fais une formation d'informaticien. J'ai pas fait une formation de sécurité spécifique. Donc, j'ai plus appris tout seul, quoi. Donc, il y a moyen, hein. J'ai réussi à le faire. Et je suis pas le plus balèze des gars, donc c'est que tout le monde peut le faire, hein. Donc, tu peux le faire. Dis-toi juste que ça prend du temps. Et il faut un certain... comment dire, faut une mentalité un peu particulière pour devenir un hacker, c'est ce que j'explique dans la vidéo justement comment devenir un hacker. Faut avoir la mentalité un peu de j'aime démonter et remonter les choses, quoi, vous voyez, c'est le principe des Lego, quoi. Donc bon, faut avoir cette mentalité là de curieux, de machin, et tout en étant assez strict. En fait, j'ai remarqué un truc, je digresse un peu, mais j'ai remarqué un truc quand on a fait le challenge tous ensemble là sur le calendrier de l'avant. Souvent en fait on coinçait sur des choses qui en fait on avait le principe, on avait l'idée, on avait la technique, mais comme on n'était pas très rigoureux dans la méthode, et ben ça marchait pas, et du coup on restait coincé. On pensait des fois qu'on n'avait pas la bonne réponse en fait. Alors que il y a eu plusieurs moments où en fait quand je regarde rétrospectivement en voyant les solus, il y a des moments où on les avait les solus, c'est juste qu'on les a pas mis. C'est une histoire de virgule mal mise ou de chiffres mal. Vous voyez que par exemple quand on désassemble des choses, il y a des adresses mémoire, des choses comme ça. Là, vous voyez là des adresses de variables, des choses comme ça. Et ça, c'est tout con, mais si on n'est pas rigoureux, bah, on met pas la bonne, et du coup ça marche pas, et on est prompt à dire bah toute ma méthode marche pas en fait. Alors que c'est juste la petite variable qui est pas bonne et qui fait que tout foire, quoi. Donc il faut être et curieux et rigoureux. Faut les deux. Après ça dépend évidemment sur quoi on fait, mais on peut vite fait comme ça se faire avoir alors qu'on a la bonne méthode mais juste pas la bonne rigueur, et du coup on se fait avoir. Oh, allons. Quelles sont les autres questions? Ça c'est tout le monde qui discute. Comme les étagères, Grèce, oui, d'accord. Après, je comprends assez aisément, j'ai de bonnes intuitions et des assembleurs qu'il y a là, ça me paraît plutôt intuitif et je comprends. Alors, le hacking, hein, c'est le reverse engineering, c'est une toute petite partie du hacking, hein. Moi, ce que je fais surtout en vidéo, c'est les caches de flag web. Donc, on attaque des sites web. C'est ce qui m'amuse le plus, moi, puis c'est ma spécialité quelque part, quoi. Mais après, il y a plein de choses, hein. Il y a le reverse engineering, il y a d'autres tas d'autres trucs, il y a beaucoup de trucs réseau aussi, c'est vrai que j'en fais assez peu. Il y a des attaques purement protocole de réseau en fait, où on n'attaque pas le site ou le serveur ou le programme, mais vraiment on attaque le protocole. C'est encore toute une autre branche. Il y a comme ça plein de branches. Dis-toi que tu pourras pas tout faire. D'une manière générale, hein, on peut pas être bon partout. On peut être éventuellement moyen partout, mais bon partout, j'en connais pas, hein. Chacun a son secteur, hein. Les hackers célèbres ont tous leur spécialité. Le connu Kevin Mitnick, là, celui-là, lui, c'était le social engineering. C'est pas tout à fait la même chose. C'est même pas une branche technique d'ailleurs. Le social engineering, c'est exploiter la faille humaine dans le processus sécurité. Donc en fait l'idée c'est non pas d'attaquer le programme ou le serveur ou la machine ou quoi que ce soit, c'est d'attaquer l'humain entre guillemets. Alors attaquer, il tapait pas dessus, hein, mais c'est genre il rentrait dans une entreprise en faisant genre c'est normal que je sois là, il était en costard, il se comportait comme s'il avait le droit d'être là. Et les gens le laissaient rentrer et aller venir et faire ce qu'ils voulaient dans l'entreprise. Voilà, ça c'est du social engineering. C'était sa grande spécialité. Donc il y a plein de branches comme ça, hein. Chacun choisit un peu la sienne. Moi je suis plutôt attaque web. Il y en a qui vont être plus reverse engineering, il y en a qui vont être plus d'autres trucs encore. Il y a ce qu'il faut. Il y a à boire et à manger, à vous de choisir votre spécialité un peu, hein.
L'art de la supercherie, le livre de Kevin Mitnick et William L. Simon, tout à fait. C'est vraiment un livre très sympa d'ailleurs. La rigueur va me manquer plus que la curiosité, oui, bah c'est souvent le cas. Hein. Quelles sont les limites d'IDA gratuit? Eh ben je sais pas. Bah tout à l'heure, c'était Chris qui disait ça, que IDA gratuit ne sait pas ouvrir des exécutables en 32 bits. Il ouvre que des 64 bits a priori. Enfin, c'est ce qu'a dit Chris. J'ai pas vérifié sur leur site, hein. Faudrait vérifier. Tout ce que je sais, ça c'est ce qu'on m'a dit justement quand j'ai fait le calendrier de l'avant, le challenge de Over the Wire. J'ai discuté un peu sur le chat IRC avec les gens et ils m'ont dit que c'est très très rare les exercices, les challenges qui nécessitent autre chose que IDA gratuit en termes de besoins techniques, quoi. Bon après il peut utiliser d'autres programmes que IDA, mais ceux qui utilisent IDA peuvent faire la plupart des challenges, quoi. Donc probablement que je sais pas, c'est sûrement marqué. Attendez, on va regarder, hein. Puisqu'après tout on montre l'outil, autant aller regarder sur le site officiel, qu'est-ce qu'il raconte. Product IDA. Bah déjà, la grosse différence entre le gratuit et le payant, c'est que le gratuit il a peut-être 10 ans. Hein. La version n'a pas évolué depuis une éternité. Je sais même plus où il est. Voilà, le 7 là. Est-ce qu'il nous dit la différence entre le 7 et les autres? Alors, il n'y a pas le droit de s'en servir de manière commerciale. Voilà, ils disent qu'il n'y a pas toutes les fonctions qui ont été ajoutées depuis le 7. Savoir qu'ils doivent être à la version... ils sont à la version combien maintenant? Ils sont beaucoup plus loin hein, dans les versions. Hop là. Je sais même pas s'ils numérotent encore de la même manière. Oh, j'ai pas les... Il n'est pas très bien fait leur site quand même, hein, globalement. Professionnel. Voilà, ça c'est toutes les fonctions de la version pro, donc la version payante. Après, qu'est-ce qu'il y avait dans la version gratuite et qu'est-ce qui a été fait depuis, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Il n'y a pas un petit tableau simple récapitulatif, donc je peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu beaucoup de versions parce que ouais, ça doit faire 10 ans hein, qu'elle est sortie la IDA 7. Hein, donc c'est vieux. Donc ils ont fait plein de trucs depuis, mais ils ont juste pas mis en gratuit. Quoi. En tout cas, ce qui est sûr, voilà, c'est que la version gratuite est largement suffisante pour la totalité des exercices que vous trouverez sur les sites de challenge ou autres, parce que voilà, les gens qui les font utilisent les mêmes logiciels, donc ils vont pas, alors sauf peut-être exception par-ci par-là, mais d'une manière générale, ils essayent vraiment d'être au poil là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Sachant que moi, j'ai fini ma longue explication, je vais en profiter pour boire un petit coup, pour vous laisser le temps de me dire ce que vous avez à me dire, si vous avez des choses à me dire. Non, pas de questions. Vous êtes tous ébobis devant cette démonstration. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura appris des trucs. Donc, je vous dis, normalement, j'essaierai de faire la suite. Hein. C'est une série que j'essaie de lancer. Donc, je ferai probablement la suite de ce challenge-là. Sous réserve que voilà, j'arrive à dégager du temps pour les faire, du temps et donc de l'argent. Voilà, je reviens pas sur ce que j'ai dit au début. Hein. Je suis pauvre et donc plus je suis pauvre, moins je peux faire du YouTube. Sauf si ça me permet de gagner ma vie et ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc merci de soutenir à ceux qui le font mon Tipeee, c'est génial. On est encore loin, hein, mais en tout cas ceux qui donnent l'élan, c'est très sympa de votre part. Et puis bah s'il y en a assez, on le fera. Pour l'instant, je vous dis, on est loin du compte et je pense pas que la chaîne va tenir très très longtemps. Profitons tant que ça dure, on est là pour ça, hein, on profite. Si tu as un autre challenge du genre pour nous tester, n'hésite pas, nous dit Asborg. J'ai pas pu être là, mais je trouve ce challenge super, défaut roult. Tipez, abonnez-vous sur YouTube, parlez-en autour de vous. Oui, tout à fait. Et ben merci à tous. Donc oui, si je continue, enfin quand j'aurai le temps de continuer la série, je continuerai celui-là d'abord, on le finira, parce que ce qu'il y a derrière est beaucoup plus compliqué, et donc il va falloir probablement peut-être plusieurs vidéos d'ailleurs pour faire vraiment le tour de tout le challenge. Et puis bah après bien sûr, on fera
comme je fais des catch de flag, comme je faisais régulièrement des catch de flag, si je reprends régulièrement les vidéos, je ferai aussi régulièrement du reverse engineering. Maintenant que j'ai plusieurs cordes à mon arc, autant en profiter et alterner un peu les trucs. Ouais, non, on en refera d'autres, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et puis bah si vous en voulez, vous, pour vous tester, ça se trouve, hein. Je suis sûr que sur le site de RootMe, il y en a plein, hein. La catégorie reverse engineering, normalement vous la trouvez sur tous les sites d'exercices de challenge. Je crois pas avoir vu de site où il y en avait pas, hein. Il y en a tout le temps, hein. Il y a Vuln Server qui est très intéressant dans le genre, nous dit Chris, donc bah, je connais pas l'adresse, mais allez-y, hein. Tamia Minimus nous dit: j'arrive en dernière minute, tu conseillerais GDB ou Radar 2 sous Linux? Alors, ils font... je conseillerais quoi? Pour faire celui-là, j'ai utilisé GDB quand j'étais sous Linux. Moi j'ai plutôt utilisé GDB, je connais pas très bien Radar 2. Radar 2 c'est une interface graphique je crois, hein. Je sais plus trop. Enfin, il y en a un qui a une interface graphique, pas l'autre. GDB il doit pas avoir d'interface graphique possible, alors que le radar doit pouvoir faire des affichages un peu comme ça, où on voit les enchaînements de fonctions, des trucs comme ça. Là. Donc, moi j'utilise GDB. Parce que, pourquoi j'utilise GDB? Donc quand j'ai fait ce challenge là, donc je l'ai fait sous Kali, hein, je l'ai pas fait sous Windows parce que le programme pour l'exécuter il faut être sous Kali. Donc je l'ai fait sous mon Kali. En fait quand je l'ai fait, j'ai utilisé GDB parce que GDB a l'avantage de faire et des assembleurs et des buggers. Ce que je vous disais au tout début. C'est-à-dire qu'il est capable d'analyser un fichier non exécuté, donc un fichier à plat, de le décompiler et puis d'avoir voilà, des instructions telles quelles. Alors il n'a pas l'affichage joli comme ça, donc c'est plus chiant à lire, mais bon voilà, il existe. Et il fait aussi l'analyse de process. Donc si le fichier est en train d'être exécuté, GDB on peut le rattacher au process, et il va faire donc du débugage cette fois, non pas du désassemblage, il va faire du débugage, donc il fait les deux. Ce que je pense pas qu'IDA fasse, enfin tu me diras, là je peux pas essayer puisque c'est pas un programme Windows, donc peut-être qu'IDA le fait. Je sais pas trop en fait, parce que je vois il y a des play, stop, machin, donc il fait peut-être des buggers aussi IDA. Mais comme là c'est pas un programme exécutable sous Windows, je peux pas le tester. Donc plutôt GDB, j'ai envie de dire. GDB en plus avec une extension qui s'appelle... Comment elle s'appelle PEDA. PEDA. C'est un module qui se met sur GDB et qui permet d'afficher plus d'informations et notamment qui essaie de reconstituer le code en C. C'est marrant. Donc bon, c'est pas très lisible, hein, mais il est capable en fait, il fait le désassemblage, il affiche comme ça en assembleur le code, pareil qu'ici, mais à côté, il essaie de faire un parallèle et d'afficher le code en C. Donc parfois c'est un petit peu plus lisible, alors parfois, hein, c'est loin d'être parfait, mais voilà, donc ça s'appelle PEDA, PEDA, c'est un module qui se met sur GDB. Et du coup, voilà, ça permet d'avoir les deux affichages, quoi. L'affichage assembleur et l'affichage C, qui des fois aide un petit peu. C'est à ceux qui veulent essayer. Et donc du coup, Radar 2, bah, j'ai assez peu pratiqué, hein. Du coup, je peux pas vraiment en conseiller. S'il est sur Kali, c'est qu'il est sûrement très bien, hein. Mais moi, j'ai utilisé que GDB. Est-ce qu'il y a un Discord? Oui, il y a un Discord, tout à fait, Default Root. Tu veux le Discord? Alors, je l'envoie que en MP, à ceux qui le demandent. Il n'y a pas... C'est pas... hyper select, il n'y a pas de problème, vous pouvez tous l'avoir, c'est juste que je veux pas l'afficher pour pas que j'ai des spammers qui viennent après. Donc vous me dites, si vous voulez l'invite, je vous l'envoie en DM. Tiens, ce que je vais faire, si, allez, je vais vous le mettre là dans le chat, je vais vous mettre une invite qui périme dans 1 heure, comme ça, le temps que le live soit en ligne, les gens l'auront plus. Alors attendez, petit lien d'invitation pour 1 heure. Non, pas un jour, 1 heure. Voilà. Tac, générer le lien, copier. Donc, je vous le mets dans le chat. Donc ça, c'est le lien pour rejoindre le Discord. Si vous le voyez en ce moment, donc en direct, vous pouvez cliquer dessus, vous allez rejoindre le Discord. Si vous le voyez pendant le replay, bah c'est trop tard. Le lien ne fonctionne plus. Désolé. Il faudra me le demander en privé. Et n'hésitez pas à venir, on a une team, on a un groupe hacking, justement, avec lequel on a fait le calendrier de l'avant Over the Wire. Donc on discute régulièrement en hacking, il n'y a pas de problème. Et puis en plus, je suis plus trop, mais c'est vrai que les autres, ils sont toujours en train de faire des challenges. Je sais plus ce que vous faites en ce moment, je crois que c'est du RootMe, hein, si j'ai tout bien compris. Vous êtes en train de faire les challenges de RootMe progressivement.
Donc bah, n'hésitez pas à passer sur le Discord, on est toujours là pour discuter. Et puis, bah voilà. Oui, RootMe, HTB, enfin voilà, tout le monde. Est-ce que j'ai fait le tour de toutes les questions? On dirait bien. On dirait bien. Eh bien, ma foi, il est 14h05. J'avais dit que j'arrêtais à 14h, donc c'est le moment de s'arrêter. Je vous dis à tous une bonne journée. Merci d'être passé. J'espère que j'ai été bien clair dans mon truc. À ceux qui regardent le replay, j'espère aussi que vous avez tout compris. Hein. Vous n'avez pas pu poser de questions, mais du coup, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo si vous regardez ça. Et donc, bah, n'hésitez pas, Tipeee, abonnement, cloche, je sais plus ce qu'il faut dire, pouce en l'air, cloche. Je sais plus, sur YouTube, il y a plein de trucs. Oui, Raymondelli, tu arrives après la guerre. Désolé, tu verras le replay. Allez, sur ce, bonne journée à tous et salut!